Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans la perception générale des grands événements qui ont bouleversé l'ordre du monde ou des tragédies qui ont dévasté les sociétés, on ne retient souvent que leur finalité et ce qu'ils ont provoqué de changements. C'est le cas, entre autres grandes dates, de l'avènement des grandes religions, de la naissance et de la chute des grandes civilisations, de la découverte et de la colonisation de l'Amérique, de la peste noire, de la colonisation, de la renaissance européenne, du nouvel ordre mondial, de la révolution industrielle, de la naissance de l'Union soviétique, des grandes guerres et surtout, et tout particulièrement la Première et Deuxième Guerre mondiale, de la bombe atomique, des grandes inventions, des grandes décolonisations, de la chute du mur de Berlin et de l'URSS, de la recomposition territoriale de plusieurs nations. Et ce ne sont là que quelques repères plus ou moins arbitraires. Alors, pourquoi j'évoque ces grandes dates de l'histoire humaine? Juste pour faire remarquer que nous ne retenons bien souvent des faits les plus marquants que leur finalité, ou à la limite leurs conséquences les plus directes ou leurs produits les plus évidents sur la suite des événements. Et nous occultons bien souvent les conditions et les circonstances souvent très complexes, souvent très lointains, très imbriqués, qui se sont accumulés et interpénétrés, qui les ont générés, qui les ont orientés, et même les conséquences et les développements qu'ils ont produits. Et nous en arrivons là où je voulais venir, le Hirak. Et c'est sur la perception du Hirak, par nous tous, et tout particulièrement par ceux qui le font, qui l'animent, qui le portent, qu'il va nous devoir tous réfléchir. Quelle est donc cette perception générale de l'opinion publique, d'une façon générale, sur le Hirak, et surtout celle des hirakistes en particulier? Force est de constater que nous avons presque tous le nez sur le guidon. Nous ne voyons que le Hirak, un Hirak particulièrement prégnant, au jour le jour, omniprésent, au point où il occulte toute autre possibilité de réflexion. Et nous en sommes là, à attendre le prochain vendredi, le prochain mardi, à leur donner des numéros et même à les doter de néo-verbes, mardir, vendredir. Et nous sommes dans l'action directe, dans le tamisage des événements, des slogans, des acteurs, et bien souvent comme tous ceux qui pédalent furieusement sans lever le nez le nez du guidon, nous nous prenons à chaque fois un camion dans la tronche, comme on dit. Puis, nous nous remettons encore debout, nous enfourchons de nouveau le Hirak, en prenant soin de garder le nez dans le guidon jusqu'au prochain camion, et ainsi de suite. Le Hirak est pourtant l'événement le plus important, le plus révolutionnaire et dans le même temps le plus décisif pour notre avenir, depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Aucun autre événement n'a plus compté. Encore plus, le Hirak et ce qu'il pourrait devenir aura très certainement, sans l'ombre d'un doute, d'immenses répercussions
non seulement sur l'Algérie, mais sur tout le Maghreb, voire dans les relations de l'Algérie avec le reste du monde. Mais peu de gens, peu de hirakistes, peu d'acteurs politiques, y compris majeurs, procèdent de la réflexion objective, de l'évaluation tout aussi objective du Hirak, y compris les observateurs politiques, y compris les médias. Presque personne ne tente sérieusement de l'examiner à la lumière de ce qu'il a réellement provoqué, de ce qui sous-tend ses enjeux véritables, de ce qu'il a objectivement engrangé de résultats et surtout des traits décisives suites qu'il va induire pour l'avenir des Algériens, selon qu'ils parviennent à réaliser ses aspirations ou qu'ils soient dévoyés, fourvoyés par le régime qu'il combat dans des exutoires ou des impasses qui pourraient s'avérer catastrophiques pour l'avenir de toute la région. Un état des lieux s'impose par conséquent, un feedback minutieux pour pouvoir envisager les corrections et les perspectives. Le moment doit venir pour le Hirak et pour tous ceux qui l'observent aussi de faire une évaluation, de tenter d'en comprendre les raisons profondes qui l'ont initié, qui l'ont fait se lever, et les mécanismes très complexes qu'il active pour pouvoir coller à sa réalité, à ses aspirations, mais aussi pour être en mesure de débusquer les embûches qui sont dressées sur sa route, de s'organiser en vue de le protéger des manipulations des uns et des autres, de veiller à sa cohésion. Seule chance, seule véritable chance de sa réussite. Mais aussi de penser son avenir et donc les voies et moyens de permettre au peuple de désigner ses représentants, d'affiner sa feuille de route et tout particulièrement de le mettre à l'abri de la terrifiante subversion, contre-révolution du régime qui s'exerce contre lui par d'innombrables façons. Oui, le moment doit venir pour tous les hirakistes de lever le nez du guidon et de regarder vers les horizons, sans oublier, bien sûr, de garder un œil sur le rétroviseur. Algérie, mobilisation et questionnement. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir Djemal, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir Mohamed et bonsoir les invités que tu auras peut-être au téléphone. Merci. Mohamed, en effet, Mohamed Ben Aïssa, militant politique. Mohamed, merci d'être avec nous. Merci Djemal, merci pour l'invitation. Marhaba Hassan et bienvenue à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, au téléphone, nous avons Mahrez Bouich, enseignant universitaire à l'université de Bjaya, militant des droits de l'homme. Mahrez, merci d'être avec nous.
ميرسي افو جمال تنمير الزول ذا مقران يكتشينا جمال الزولي مثنا بن عيسى كذي مثنا Merci. حيرش يا الزولي كراوني دي تبعنا تدويل تنون ميرسي بور l'invitation encore une deuxième fois جمال. Merci. Alors, Mahrez, nous allons donc commencer avec vous. Alors, le Hirak, les événements qui se précipitent, l'ONU qui donc interpelle de façon très, très énergique, très vigoureuse le régime algérien pour ses très nombreux dépassements et ses violations contre les droits de l'homme, mais pas seulement. Le Hirak qui revient en force, un régime qui semble paniqué, des rumeurs de négociations secrètes, clandestines, conduites au nom du Hirak, alors que le Hirak n'a désigné personne, et surtout j'allais dire, cette propension d'un peu tout le monde à avoir le nez sur le guidon du Hirak et de ne plus voir avec suffisamment de hauteur parce que ce Hirak est tellement important qu'il va certainement influer d'une façon absolument décisive sur l'avenir non seulement de l'Algérie, mais de tout le Maghreb et de toute la région. Donc, Mahrez, j'aimerais vous entendre un peu nous dire ce que vous pensez de tout ça. Et nous allons essayer de parler à bâton rompu sur toutes ces questions. Parfait, Jamal, encore une deuxième fois, merci pour l'invitation. Je pense que, Jamal, tu as bien résumé l'équation d'une manière un peu, je dirais, philosophique en disant qu'il faut lever le nez du guidon, s'ouvrir vers des horizons et garder l'œil toujours sur le rétroviseur. C'est effectivement ce qui résume un peu globalement, du moins, le débat qui est, disons, déclenché depuis un bon moment, du moins depuis le retour des marches du Hirak, c'est-à-dire à partir, disons, du mois de novembre, décembre et janvier, parce que les marches de Hirak, effectivement, sont revenues, du moins en Algérie, parce qu'auparavant, enfin, au niveau de la diaspora, les marches ont été reprises pratiquement depuis un bon moment. C'est ça, effectivement, l'équation la plus importante. Mais contrairement à ce que pensent certains, tout ce qui se passe, du moins par rapport au Hirak, pour moi, c'est des signes de bonne santé, c'est-à-dire y compris les débats idéologiques, y compris les manœuvres politiques des uns et des autres, le repositionnement des uns et des autres. Moi, je trouve que c'est pas du tout la fin du monde ni la fin du Hirak, mais ça explique d'une manière très 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 claire, effectivement, qu'il y a du moins des forces assez importantes au niveau du Hirak qui essayent à la fois de garder la grandeur du Hirak et la grande mobilisation parce que c'est un défi majeur, et aussi comment on profiter un peu du Hirak ou de la révolution en marche pour qu'on puisse parler de l'organisation, c'est-à-dire de projets politiques et d'initiatives politiques assez importantes. Et ça, c'est assez important. Loin de la structuration, moi je parle beaucoup plus de l'auto-organisation, de l'organisation. Et c'est ça les défis qu'on peut résumer, du moins par rapport à ce qui se passe. C'est ce qui se dégage quand on participe aux marches et on participe au débat, c'est que du moins la majorité, même s'ils sont des forces antagonistes, se mettent d'accord sur le principe du moins de deux défis majeurs. Le premier défi, comment garder la mobilisation du Hirak, et je pense que tu l'as tout à l'heure bien expliqué en disant effectivement que la révolution en marche ou le Hirak c'est décisif pour l'histoire de l'Algérie, pour l'avenir de l'Algérie, c'est important, et je pense que les Algériennes et les Algériens jusqu'au jour d'aujourd'hui considèrent que le Hirak est la véritable solution politique à la crise que secoue le pays depuis 1962. Et le deuxième défi, effectivement, comment on profite du Hirak pour qu'on puisse construire un projet politique autour des fondamentaux du Hirak, autour des préalables du Hirak, comment s'organiser et s'auto-organiser effectivement pour que le Hirak du moins sert comme projet de société à la crise qui secoue le pays depuis 1962. Il ne faut pas trop diaboliser ce qui se dit ou ce qui est en train de
ce que le Hirak est en train de vivre, au contraire, c'est des signes de bonne santé. Il y a toujours des forces antagonistes, il y a toujours des logiques politiques. Mais ce qui est important, c'est que gardons un peu la cohérence du Hirak et l'analyser, parce que je pense que c'est le point que je voulais vraiment évoquer peut-être tout à l'heure, c'est que gardons un peu aussi l'œil sur le Hirak et sa cohérence et sa cohésion autour des fondamentaux scandés par le peuple algérien depuis par la première marche. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est temps aussi de réfléchir, d'analyser profondément le mouvement ou la révolution en marche ou le Hirak, parce que je pense, à mon avis, là, il n'a pas été assez analysé, n'a pas été assez expliqué, n'a pas été assez diagnostiqué. Je pense qu'il est très important de comprendre le Hirak pour qu'on puisse justement par la suite mettre en place du moins les stratégies, les mécanismes de réalisation de toutes les revendications scandées par le Hirak. Je pense, à mon avis, le Hirak n'a pas été assez analysé. Quand je parle un peu en termes de production, je parle intellectuel, à part 3 ou 4 livres, le Hirak qui dure depuis 2 ans, 3 ou 4 livres qui ont été réalisés ou écrits sur le Hirak, pas grand-chose en termes d'analyse ou de recherche scientifique ou d'analyse sociologique. Absolument, absolument, Mahrez. Restez avec Pourtant, nous. Nous allons essayer de faire un tour de micro sur cette question. Hassan. Oui, alors il y a plusieurs points à travailler dans le sens que vous avez soulevé jusqu'à présent. D'abord, il y a les raisons immédiates et les raisons profondes qui ont fait que cette société a surgi. Une société qui était sous une camisole de force, qui a été bâillonnée, qui a été complètement marginalisée, mise de côté par les différents pouvoirs en place depuis 1962. Nous l'avons suffisamment dit ici sur vos plateaux et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Donc il y a eu un certain nombre de luttes qui ont été menées depuis l'arrêt des travaux de l'Assemblée constituante en 1963 par le tandem Ben Bella Boumedienne et qui sont venus imposer une constitution qui a été rédigée dans un cinéma. Et donc, après Boudiaf, Karim Belkacem, Farhat Abbas, Saïd Ahmed, etc., beaucoup de leaders étaient partis éparpillés, les a arrêtés, les autres, d'autres ont pris le maquis, d'autres ont fui vers l'étranger, etc. Donc il y a eu une série de luttes qu'il faut toujours rappeler aux plus jeunes et ceux qui seraient tentés d'oublier ces fondamentaux, la politique, qui ont fabriqué l'homme d'aujourd'hui, qui ont fabriqué les luttes d'aujourd'hui, depuis le maquis de Hussein Ait Ahmed en 1963, en passant par la révolte de Tahar Zbiri, en passant par tous ceux qui ont essayé de se battre à l'étranger, Mohamed Boudiaf. Il ne faut pas oublier que des gens comme Mohamed Khider, Medgheri ont été assassinés parce que justement ils voulaient changer le système. Et il y a eu 1980 évidemment en Kabylie, il y a eu 1981 du côté de la Soumam. Donc de deux côtés du Djurdjura et de la Soumam. Il y a eu évidemment la Ligue algérienne des droits de l'homme 85-86, des gens qui ont été arrêtés, torturés, traduits devant la Cour de sûreté de l'État. Ça a fait beaucoup de bruit dans la société algérienne. Il y a eu évidemment le 5 octobre 1988. Et enfin, évidemment, suite au 5 octobre, l'émergence de l'ouverture politique. Mais malheureusement, une ouverture vite refermée par les services algériens, notamment, et puis évidemment par l'armée. En fait, le tandem sécurité militaire et les différents corps de l'armée. Ça, il ne faut pas oublier, ça aboutit évidemment à la victoire du fils et à l'assassinat de Mohamed Boudiaf, ainsi de suite. Et donc, on sait très bien... Quand vous dites que le tandem a abouti à la victoire du fils, ça veut dire que le fils a été élu grâce au tandem sécurité militaire. Non, c'est le contraire. Je disais, d'accord. Oui. Non, je disais... J'ai cru comprendre. Alors, merci, parce que ça peut être... Oui, absolument. Alors, je reformule. Ouais. Donc, je disais qu'il y a eu, suite au 5 octobre 88, il y a eu une ouverture politique, une parenthèse, où il y a eu quand même une relative démocratie, en tout cas des élections libres au niveau communal, au niveau régional. Puis,
premier tour des législatives qui ont été gagnées par le fils. Et dès lors, la sécurité militaire et l'armée sont intervenus pour arrêter ce processus. Et donc, il y a eu... Sauver la République, comme ils disent. Bon, après, évidemment, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui. Bon, il y a eu malheureusement la prise, comment dirais-je, un certain nombre de fissistes qui ont pris les armes. Après, est-ce qu'ils ont été manipulés ou pas, l'histoire nous le dira. Hein. Ouais. Ce qui est évident, c'est que la sécurité militaire et l'armée a repris les rênes. Ils ont appelé Boudiaf pour donner une façade civile, etc. Et Boudiaf lui-même pensait qu'en étant sur place, il pouvait changer le système de l'intérieur. Et il a commencé à le faire. Et c'est la raison pour laquelle il a été assassiné. Et puis on a vu arriver Zerouel Bouteflika, notamment cette bouffonnerie d'élection de 99. On a vu comment Aït Ahmed et tous ses amis, Mehri, Hamrouch et tout ça, ils se sont retirés parce que l'armée... Le jeu était fait. Voilà, l'armée imposait Bouteflika. On a vu les 20 ans d'humiliation, de gabegie, de vol, de viol, de machin, où tout a été permis, la perversion du politique et des affaires, etc. Donc, tous ces épisodes-là, toutes ces étapes ont forgé l'esprit algérien, ont été des catalyseurs pour fabriquer la révolte algérienne. Il n'y a pas seulement le 5e mandat. Non, c'est tous ces événements qui sont venus s'agglomérer. Très honnêtement, je pense que même s'il y a eu le 5e mandat, il y aurait eu le 22 février. Peut-être pas le 22 février, peut-être le 2 mars, peut-être 6 mois après, peut-être un peu avant, je n'en sais rien. Mais le ras-le-bol des Algériens, ce n'est pas le 5e mandat, parce que c'est un épiphénomène dans toutes les répressions, dans toute la perversion du système, dans toute la marginalisation du peuple algérien. Le 5e mandat, c'était une humiliation de plus. Une goutte qui a fait déborder le vase. La goutte, absolument, la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, on ne peut pas analyser ce qui se passe aujourd'hui à travers... Ce n'est pas ce que disent Tebboune et les siens. Ils disent, non, le Hirak, il voulait plus du 5e mandat, il a obtenu ce qu'il a demandé. Donc, c'est ça le Hirak al-Assil. Non, mais vous faites bien de dire ça. Parce que, justement, ils reprennent exactement les mêmes arguments. C'est ce qu'ils ont dit en 63, c'est ce qu'ils ont dit en 65, quand il y a eu le coup d'État de Boumediene Bouharouba. Il a dit la même chose. Il a dit, vous voyez ce qui s'est passé, c'est la gabegie, c'est contre-révolutionnaire, etc. Et maintenant, c'est le redressement révolutionnaire, c'est la révolution du peuple par le peuple. Ils ont dit la même chose. Ils ont dit ça en 88, ils ont dit ça en 92, quand ils ont arrêté le processus électoral. Ils ont dit ça quand Aït Ahmed et ses compagnons et les autres candidats se sont retirés. Ils ont dit la même chose, que Bouteflika, ça y est, il allait faire de l'Algérie le grand pays de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée, du tiers-monde, et que sais-je encore, et qu'il était ami des Émirats, de l'Arabie Saoudite, et qu'on allait avoir de l'argent à flot, et qu'avec cette alliance-là, le pétrole allait vraiment être la solution. Donc, tout ça, les Algériens, ils l'ont vécu comme des humiliations. L'Algérien était marginalisé, il n'a pas eu le droit à la parole, ils l'ont minorisé, ils l'ont pris pour un enfant, ils l'ont pris... Et puis la corruption de masse, l'extirpation de toutes les valeurs qui restaient. Excusez-moi, juste je rajoute un petit peu avant de... Ce que les Algériens n'ont pas pu supporter. Et on a vu un des slogans, un des mots d'ordre même, qui a émergé la dernière fois par rapport à la sécurité militaire, quand il disait « Mukhabarat Irhabia ». Pourquoi ? Pourquoi Mukhabarat devrait se poser la question. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça vient de l'étranger ou que c'est des gens qui sont contre l'Algérie ou contre les Mukhabarat. Non. Quel est l'Algérien qui ne veut pas de Mukhabarat? On veut des services de renseignement qui dépassent le Mossad, qui dépassent le KGB, qui dépassent la CIA, etc. Mais qui soient tournés vers les intérêts du peuple algérien. Absolument. Pas contre les intérêts du peuple algérien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas vu passer la cocaïne.
sterling. Ils n'ont pas vu passer les lingots d'or. Ils n'ont pas vu passer la corruption. Ils n'ont pas vu passer les transferts d'argent, de milliards, de devises, de vers dollars, l'étranger, d'euros, etc. Les marchés gigantesques, des milliards de dollars qui ont été attribués à des gens indus. Ils n'ont pas vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le change, les banques parallèles qui sont au square absolument. pour ça. Les milliards qui ont été, l'argent sale qui est passé aux frontières dans les... Ils n'ont pas vu tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des petits journalistes qui ont posté un truc, Drani qui a fait un reportage sur le Hirak, les Facebook. Et ils ont vu aussi, ils ont montré leurs méthodes, qui sont des méthodes terroristes, qui sont la torture, le viol, l'interpellation sans mandat de dépôt, de civils, pas de militaires. Ils n'ont pas utilisé seulement les méthodes terroristes. Ils ont surtout utilisé les méthodes du colonialisme. Oui. Parce que quand est-ce qu'il y a eu les viols, les exécutions sommaires, les enlèvements, les disparitions, quand est-ce qu'il y a les déportations, les menaces de toutes sortes, les humiliations du peuple algérien? Quand est-ce que le peuple algérien a été écrasé? Eh bien, c'est sous l'armée française et sous le Mukhabarat. Donc, je dis, et je l'assume, c'est aux officiers de Mukhabarat et de l'armée de se réunir, à eux de prendre des décisions définitives et qui aillent dans le sens des Algériens pour qu'on soit fiers de vous. Parce qu'on veut être fiers de vous. Très bien. Benaïssa. Moi, il a dit de micro sur la voilà, il a dit beaucoup de choses, Hassan, mais je disais que le Hirak, déjà, c'était une réussite et restera une réussite. Pourquoi? Parce que depuis le 22 février, c'est la première fois qu'on redécouvre ce peuple-là avec cette ténacité, avec cette volonté, cette union, cette persévérance. Donc, c'est la première fois. Moi, je n'ai pas connu ce peuple-là. Je pense que nous tous, on n'a pas vu ce peuple-là. Ça veut dire qu'on a connu, mais de façon régionale et disparate. Ça veut dire une fois c'est en Kabylie, une fois c'est au sud, une fois c'est à Constantine. Ce qui fait que le régime a tout fait pour que ça ne prenne pas partout en même temps. Chose différente pour le Hirak. Voilà, donc ce qui construit une nation, le pilier principal. Non, là, le pilier principal d'une nation, c'est le peuple. Avant la terre et avant l'État et le système, c'est le peuple. Nous, à partir du 22 février, on s'est sentis tous fiers d'être algériens. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on est en train de voir depuis maintenant 2 ans, c'est un rêve pour les Algériens, c'est un rêve pour les militants de longue date et pour nous tous, pour les jeunes qui ont voyagé un petit peu partout dans le monde et qui vivent en Occident, ici en France et ailleurs, et qu'on se dit un jour, pourquoi pas l'Algérie atteint ce niveau d'un peuple civilisé développé. On l'a vu. On l'a vu à travers plusieurs reprises. La Coupe d'Afrique en 2019, ça a été un exploit magique pour les supporters algériens. Ici, en France et ailleurs, tout le monde a vu que le peuple est uni et civilisé et nettoie derrière lui. Moi, la dernière marche, il y avait un événement à la place de la République. Il y avait un caméraman, parce qu'il y avait un événement pour les femmes, qui me disait que oui, parce qu'il m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites ici? On lui a dit, voilà, on est pour la transition, pour la liberté en Algérie, pour le Hirak. Il me dit que nous, en France, ici, on suit vraiment de très près ce que vous faites. Vous êtes un exemple pour nous. Et pour un Algérien, on entend ça, ça nous fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Pourquoi? Parce qu'on a pu tenir et casser tout ce qui a été construit. Dernier, ou Yahya, qui disait que quand vous apprenez à sortir et à respecter l'ordre public, on vous autorisera de faire des marches. La preuve, le peuple n'a pas demandé d'autorisation et depuis 2 ans, il continue. Ça, c'est sur le plan un petit peu macroscopique. Mais si on rentre un petit peu en plus dans les détails, on voit que ce peuple a pu déjouer toutes les tentatives. Reprenons l'exemple de Harb Qbaili, qui a été une volonté vraiment criminelle d'attiser la haine entre les composantes d'une nation. Et le peuple a déjoué. Et beaucoup d'arabophones ont appris de Mokabi, beaucoup de Hirakistes ont participé dans le Hirak, dans les villes kabyles, ont porté ce drapeau ferme et ça a été déjoué d'une manière, on dirait que le peuple a été préparé à ça. On n'a pas été préparé, on n'avait pas des structures. La cause berbère n'était pas connue, tout le monde le sait, n'était pas connue un petit peu partout en Algérie, ni dans l'Oranie, ni dans l'Est. Elle était déformée, elle était déformée, elle était, les médias mais regardez,
la majesté de ce peuple-là. Il a pu déjouer tout simplement. Mais comment il a fait, Mohamed? Comment ils ont fait? Il a fait pour résister à cette méthode de subversion absolument incroyable, très pernicieuse. D'abord, semer la division et la discorde entre la Kabylie et les autres régions, ça n'a pas marché. Enfoncer un coin dans le Hirak en se servant de l'islamisme, ça n'a pas marché. Comment le peuple qui d'habitude, parce qu'il est sous l'emprise d'une pieuvre tentaculaire, hein, qui partout, qui sait diffuser ces messages, comment les Algériens, alors qu'ils sont désarmés, comment ont-ils pu éviter de se faire manipuler cette fois-ci? En fait, il y a tout un contexte géopolitique international et mondial qui est en faveur des peuples en ce moment, qui est un petit peu les réseaux sociaux qui ont permis aux peuples de se connecter. Avant ça, c'était très difficile d'aller chercher ce qui se passe ailleurs, de voir, de discuter, de rentrer en connexion, en contact, en échange avec quelqu'un qui, même dans une autre ville ou ailleurs, dans un autre pays, dans une autre société. Donc on est dans une ère vraiment très connectée où le peuple a pu apprendre beaucoup autour de lui. Et on a pu même apprendre de notre histoire. Prenons l'exemple juste que dans des slogans à Alger, comme même Marteau Bihishani, sur les mêmes slogans, on dit que vous avez assassiné les deux. Ça a perturbé pas mal de personnes et récemment même j'ai vu ça. Comment osez-vous mettre les photos de ces deux hommes-là à côté de l'autre? Un intégriste islamiste, le fils, qui était l'ennemi de l'intérieur, un autre qui était militant de la cause berbère et qui n'était pas ni islamiste, ni arabophone, voilà. Donc c'était la thèse et l'antithèse, les deux ennemis construits de l'intérieur par ce système. Donc le peuple s'est réapproprié son histoire, la vraie histoire, en puisant très profondément dans tout ce qui s'est passé. Moi, personnellement, dans les années 90, j'étais très jeune, mais j'ai appris beaucoup de mensonges sur les années 90. Il a fallu que j'aille chercher, que je reprends le travail personnel, aller voir sur YouTube, aller lire des livres, pour que après on partage avec notre génération, on écrit, on échange, et ce qui fait qu'il y a une conscience politique qui s'est installée. Cette conscience politique, il faut noter que ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les syndicats qui ont contribué. On a actuellement, regardez très bien, il y a un grand déphasage entre l'élite traditionnelle, l'élite issue de ces partis politiques et ces syndicats, et le Hirak. Regardez, prenons l'exemple de ce slogan et des slogans du Hirak, que ces élites actuellement prennent des distances et ne connaissent pas, ils sont presque dans le même sillage du système, qui ne reconnaît plus son peuple. Ces élites politiques ne connaissent pas le peuple algérien. Elle est décalée, déphasée avec le peuple algérien, jusqu'au moment où elle veut utiliser les mêmes erreurs du système, de se mettre à la tête du peuple et de lui dicter. Le système nous dit ce qu'il faut faire, comment on doit lire notre histoire, quel est l'État, c'est quoi la démocratie. Ces élites, malheureusement, viennent actuellement, parce qu'ils sont déconnectés, parce qu'ils ont été toujours dans le sillage du système, nous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Et c'est ce que le peuple refuse totalement maintenant. Vous ne nous dictez pas. On en a marre du mépris, du système patriarcal, de ces vieux qui ne connaissent pas, qui restent toujours au pouvoir. Et la preuve, Tebboune parle des jeunes actuellement, que l'avenir c'est pour les jeunes. 2 jours, une semaine avant, il officialise Gougil au Sénat, 91 ans, 90 ans. Donc on voit très bien le paradoxe. Juste une remarque, tout petit mot, et ça va dans ton sens, Mohamed. Oui. À ta question, je pense que le peuple algérien a compris une chose, et ça a été, comment dire, un détonateur. C'est que tout ce que dit le pouvoir et ses affidés, c'est un mensonge. Et donc, ils ont beau attaquer les Kabyles, les Arabes, les Chaouis, les machins, attaquer Al-Maghribiya, attaquer les journalistes, etc. Tout ce qui est vivant autour du Hirak, eh ben, ils savent que c'est un mensonge. Donc, voilà. Et il faut rajouter aussi le travail, effectivement, des réseaux sociaux et d'Al-Maghribiya. Le fait que cette chaîne invite
des démocrates, des berbéristes, des islamistes, des modérés, des conservateurs, etc. Qu'elle leur impose aucune bride éditoriale. Absolument. Aucun mot d'ordre, aucune Par consigne. rapport à ça, je vais dire à la personne qui m'a envoyé un message sur mon Facebook en privé en me disant « Tu as parlé de Jebel Khair, tu ne seras plus invité sur les plateaux de Maghrébien. » Eh bien, voilà. m'y voici. Alors, une autre question que je propose, un tour de micro, qui n'est pas vraiment dans l'ordre du jour, mais qui vient de surgir dans mon esprit. Mais j'aimerais qu'on la traite de façon assez rapide pour pouvoir passer à d'autres sujets qui étaient prévus. Alors, Mahrez Bouich, une question, j'allais dire existentielle. Pourquoi le Hirak n'est-il pas porteur d'une revendication essentielle et qui aurait pu le souder davantage et j'allais dire, séparer le bon grain de l'ivraie d'une façon réellement imparable. Pourquoi le Hirak n'existe-t-il pas une dynamique vérité et justice sur les années 90 ? Est-ce parce que ce n'est pas une priorité ou est-ce parce que ce n'est pas le moment, que ça risque plus de diviser que de rassembler ? Mais j'aimerais que vous me répondiez de façon assez lapidaire pour que nous puissions... Je ne pense pas que le Hirak n'a pas revendiqué ça, mais il faut revenir justement à la question fondamentale, c'est-à-dire que en réalité, c'est quoi le Hirak? Il faut l'analyser, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le diagnostiquer convenablement. Le Hirak n'est pas une entité homogène comme on l'imagine. Le plus important, c'est que les caractéristiques, du moins, du Hirak, c'est que c'est un mouvement horizontal, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement des milliers de revendications, mais les fondamentaux du Hirak, ils sont très, très, très clairs. Pourquoi chaque fois je reviens à la question d'analyser ce mouvement convenablement pour qu'on puisse justement à la fois le comprendre et puis par la suite proposer des initiatives ou des alternatives, etc. D'ailleurs, à chaque fois que je me retrouve avec des amis hirakistes, on essaie de débattre cette question. Pourquoi plusieurs alternatives, plusieurs propositions? Il y a pratiquement plus d'une cinquantaine entre alternatives, propositions qui sont émanées pratiquement des partis politiques, de personnalités politiques, d'intellectuels, des acteurs du Hirak ont échoué. À mon avis, ils ont échoué parce que le Hirak n'a pas été compris autant que tel, n'a pas été analysé. Non, mais Mahrez, sur cette question... Je vais revenir aux revendications. Je vais revenir à la question. Oui. Non, je vais revenir à la question de revendication. Pourquoi il n'a pas... même sur la question des revendications. Pourquoi? Parce que les caractéristiques du Hirak en tant que mouvement horizontal, ils sont très très clairs. D'abord, j'ai dit que c'est un mouvement horizontal, c'est-à-dire on peut trouver des milliers de slogans, mais en tout cas, les slogans, les fondamentaux qui sont scandés par tout le peuple algérien, c'est la question de la rupture radicale et pacifique avec le système en place, la question de l'avènement d'une république démocratique et sociale, et troisième, c'est réhabiliter ou la recouverture de la volonté populaire. Ça, c'est les fondamentaux. Après les préalables, c'est clair. Deuxième élément, la deuxième caractéristique que je vais essayer de faire rapidement, Jamal, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement homogène dans la forme, mais hétéroclite c'est-à-dire dans le contenu, on trouve... Oui, mais Mahrez, pardon de vous couper, pardon. Cette question vérité et justice, elle devrait rassembler tout le monde. Supposons que moi, je sois un éradicateur, je sois du côté des généraux contre les islamistes, ou que je sois un islamiste contre les généraux. Pour mettre fin à ces accusations de ceci, de cela, pourquoi ne pas faire éclater la justice, la vérité, de façon vraie, par des gens qui sont réellement dans la vraie enquête, dans la vraie vérité. Et comme ça, on saura qui a tué, qui a enlevé, qui a torturé, qui a pris les armes, qui ne les a pas pris, comment ils les ont pris. On saura tout. Et à ce moment-là, on pourra faire la paix, se réconcilier. C'est ça que je veux dire. Alors, ça devrait être, j'allais dire, approuvé par tout le monde, de quelque bord on soit. Pourquoi ce n'est pas le cas?
Je ne pense pas par tout le monde parce qu'il y a 3 niveaux d'analyse. Il y a les revendications du peuple. Je parlais tout à l'heure des fondamentaux. À tort ou à raison, peu importe, l'essentiel, le peuple a scandé les fondamentaux au effort, que ce soit à Mostaganem ou à Béjaïa ou à Alger ou à Tougourt, etc. La question du changement, la question... il y a le deuxième niveau, c'est clair, c'est que là, effectivement, c'est des questions qui ont été débattues par des hommes politiques, par des hiérarchistes, par les intellectuels, etc. La question de la justice de transition, la question du bilan par rapport à ce qui a été fait, de justice et vérité, la question des disparus, etc. Et puis, il y a aussi des débats qui sont menés par des militants, que ce soit islamistes ou progressistes ou de gauche ou d'extrême gauche. C'est-à-dire on ne peut pas jumeler tout le monde ou toutes les revendications dans le même sac. Il y a 3 niveaux, comme je viens de le dire. Encore une autre fois, je répète et je le dis et je persiste qu'il faut analyser profondément le Hirak par rapport à sa 3e caractéristique, c'est-à-dire que c'est un mouvement Adjamel qui n'est ni idéologique ni désidéologique. Oui. Désidéologisé. C'est-à-dire, c'est un mouvement, il n'est pas idéologique, il n'est pas désidéologique. Justement. C'est-à-dire, raison de plus. Ce n'est pas de la tautologie politique, ni un pléonasme politique, mais ce qui est important, le mouvement en tant que tel, en tant que mouvement horizontal, il n'est pas idéologique, il n'est pas désidéologisé. Je pense, je sens pour autant jouer dans le populisme, oui. Les revendications du peuple, ils sont très très claires. Je sais pertinemment que dans les débats avec les hiérarchistes, dans les débats entre militants, effectivement, il y a ce genre de questions qui ont été posées en termes politiques, en termes intellectuels, comme l'a dit tout à l'heure Ben Aïssa, c'est-à-dire des débats de fond, sur la question de la justice transitoire, sur la question effectivement des années 90, sur la question des années 80, sur la question sur la question de l'État, la nature de l'État. Toutes ces questions ont été posées, mais je ne pense pas que quand les gens font des marches, ils font une telle analyse ou une telle revendication. Et encore, ce qui est important, Jamal, si tu me permets, c'est que je pense que le génie populaire, il est justement dans cette séparation entre les fondamentaux et les préalables. Les préalables, certainement, ce sont des partis politiques, des intellectuels, des courants idéologiques qui essayent justement de les débattre, de les discuter. Mais je pense que le peuple, il a bien expliqué, clarifié d'une manière rationnelle, je dis bien, par le biais d'un génie populaire, tous les fondamentaux, tout scandé par le peuple. Ce n'est pas par peur. Merci Mahrez. Merci. Alors, Hassan. Oui. Et quand je dis vérité et justice, sur tout ce qui s'est passé, y compris pour le printemps berbère, y compris pour la décennie rouge, ça veut dire tout ce qui s'est passé, qui a affecté les Algériens, qui a constitué une tragédie indicible. Pourquoi ne fait-on pas la vérité? Pourquoi le Hirak ne porte-t-il pas cette revendication qui aurait pu le réconcilier en attendant que la vérité soit faite? Moi, je pense que, heureusement, il ne l'a pas fait. Je vais m'expliquer. Parce que ça aurait été une revendication que le pouvoir aurait pu effectivement écouter et il aurait bricolé des enquêtes. Et qui aurait été évidemment... Non, une vraie dynamique. Oui, mais justement, j'en arrive là. Oui. Dans le contexte actuel et dans la dépendance de la justice actuelle et dans la dépendance des enquêteurs actuels, il n'est pas possible de rétablir la vérité, d'établir la vérité, de faire des enquêtes sérieuses sur les drames qui se sont... C'est des milliers de familles algériennes endeuillées. C'est quand même des Algériens qui ont été exécutés froidement, qui ont été découpés comme des animaux dans un abattoir. C'est totalement... On a dépassé la ligne rouge de l'humain et de l'inhumain, Monsieur Benchenouf. Je n'ai pas à vous apprendre ça. Donc, moi, je pense que le Hirak a ça en tête, dans une tête collective, et ça va se faire quand la démocratie sera là, quand le Hirak vaincra, et parce qu'il va vaincre. Quand le Hirak vaincra, on arrivera à ça. Mais aujourd'hui, aucune confiance pour faire ce genre. Non, mais je ne veux pas dire demander, confier. Je ne veux pas dire confier une dynamique vérité-justice au régime. Oui. L'exiger.
Oui, en dehors du non, régime. mais ça a été dit, peut-être pas massivement, ça a été dit par plusieurs acteurs. Nous-mêmes, nous l'avons dit ici, hein, à plusieurs reprises. Moi, personnellement, je l'ai écrit, mais je pense que Mohamed l'a fait. Plusieurs acteurs l'ont fait. Mais le problème, c'est que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les puissances étrangères, parce qu'aucune enquête sérieuse n'a pu être établie, ni dans les Balkans, ni en Afrique du Sud, ni au Rwanda, ni en Afrique centrale, ni nulle part, sans un petit peu quand même en Afrique du Sud. Sans un petit peu, c'est pas l'idéal. Oui, mais sans l'implication véritable de l'ONU, et d'un certain nombre d'organisations humanitaires, etc., qui sont spécialisées pour faire des enquêtes. Il faut être spécialiste pour faire ce genre d'enquête. Donc, pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer ça au calendrier grec, hein, mais j'espère que ça se fera. J'espère que la victoire du Hirak sera rapide, et donc il va falloir effectivement qu'on y aille pour passer pouvoir à ça. se réconcilier. Mais aujourd'hui que les puissances que vous connaissez, aujourd'hui que la France, la Turquie, la Russie protègent plutôt le régime. Aujourd'hui, que ce régime-là a encore, des réserves, le moment n'est pas venu pour faire ce genre de... Et donc, pour vous, ce serait plus sage de laisser ça pour plus tard. Je suis convaincu. D'accord. Il ne faut surtout pas bâcler... Moi, je ne pense pas. Moi, je pense faut surtout que le pas fait de le bâcler demander seulement, ça met les horloges à l'heure. Franchement, le demander de façon massive. Même si on ne confie pas la mission au régime, bien sûr, il ne va pas enquêter sur lui-même. Oui. Mais on va assister encore une fois à des entourloupettes. On disait, écoutez, voilà, on va faire des enquêtes, etc. Ils vont ramener, ceux qui sont spécialistes de la volte-face. Ils vont dire, voilà, vous voyez, c'était des hirakistes, des machins, etc. On va les associer à ce genre d'enquête. Et puis, plouf, on perdrait des années. Non, moi, je pense très honnêtement que le moment n'est pas venu, mais que le Hirak, à mon avis, garde bien ça sous le coude et qu'un jour, il faut quand même rétablir la vérité, parce que il y a encore une fois des milliers et des dizaines de milliers d'Algériens qui ont été injustement... Qui attendent le retour de leurs disparus. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, des disparus et des gens qui ont perdu leur vie. Oui. Et des gens qui ont perdu leur vie. Qui ont été torturés. Voilà. C'est pour ça que lorsque vous parliez tout à l'heure d'analyse, je ne voulais pas intervenir. L'analyse ne peut pas se faire à chaud. Regardez les analyses du mouvement de mai 1968. Les analyses ont été faites 15 ans, 20 ans après et sont en train d'être faites. Aujourd'hui, on est dans le moment de l'action. On est dans le moment de la pression sur le pouvoir pour justement dégager. Donc ce que moi je dis le nez dans le guidon, vous dites c'est le moment de l'action. Ah oui, aujourd'hui c'est l'action. La réflexion, regarder au loin, c'est pas le moment. Non, les analyses de ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans 5 ans, 20 ans, etc. Les universités, c'est pas les mêmes horloges. Nous sommes dans l'horloge de l'action aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se débarrasse de ce pouvoir. Comme on s'est débarrassé de Bouteflika, il faut qu'on se débarrasse aujourd'hui de ce système et qu'on passe à un système démocratique où les Algériens auront leur mot à dire au niveau local, régional et national. Et puisque vous parlez d'horloge, on va arriver tout à l'heure à un tour de micro sur les horloges où M. Nequez nous dit ce n'est pas le temps de la politique, c'est le temps du droit, c'est le temps juridique. Nous allons le montrer, nous dire des choses et puis nous parlerons de certaines initiatives qui sont en train d'être prises par les uns et les autres. Mohamed, sur cette question... Sur cette question, je voulais juste rajouter un mot par rapport à l'étude, l'analyse. En fait, on ne peut pas étudier d'une manière scientifique, académique, un événement qui est en cours. Il faut du recul. Après, ce qu'il disait Jamal par rapport à l'analyse, au contraire, il faut même l'État... Une analyse politique, alors. Non, mais l'analyse tout court, la réflexion tout court sur une action, on peut le faire et la faire chemin faisant. C'est-à-dire l'action, le Hirak, il se déroule normalement. Dans un autre contexte, on pouvait avoir un conseil de sages, tous les intellectuels qui pourraient former un conseil scientifique où ils peuvent nous dire là, il y a un problème, là, il y a telle dérive, là, ça va bloquer par rapport à tel. Donc, on pouvait avoir ça, mais comme la configuration de la société algérienne est éclatée par rapport à
tout ce qu'on a cumulé depuis si longtemps. Donc, ce n'est pas envisageable. La deuxième question est très importante, je la trouve, et on l'a récemment, même ce dimanche à République, on l'a abordé suffisamment. C'était cette commission de justice et liberté sur les années 90. Vérité et justice sur les années 90. Elle est obligatoire à un certain moment. Il faut que... Tout le monde sait qu'il y a maintenant deux bords dans le Hirak. Il ne faut pas se voiler les yeux. On sait qu'il y a une tendance conservatrice islamiste et d'autres, ce qu'on appelle progressistes, laïques. Donc on le sait. Ces deux fractions, ces deux composantes de la société algérienne, qui se trouvent aussi un petit peu partout dans la société algérienne, ont un conflit et chacun traite l'autre du révisionnisme. On le sait très bien. Donc, il y en a qui, on leur dit, les islamistes disent que le progressiste, les démocrates, les laïcs, vous étiez du côté des généraux dans les années 90. Les autres, ils disent non, non, mais vous étiez les terroristes, vous étiez des sanguinaires. Et donc, jusqu'à maintenant, chacun lance la patate chaude à l'autre. Et on n'arrive pas, et ça fait vraiment un vrai débat et ça crée une division qui peut être très nuisible pour le Hirak. Et on l'entend, on le sous-entend même dans certains échanges, certaines discussions, elle existe. Je pense se mettre d'accord sur ça, ça va encore calmer beaucoup d'esprits. Oui, ça va confirmer à tout le peuple algérien et aux Hirakistes qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche démocratique, de justice, et ne pas de réécriture de l'histoire. En fait, en se basant sur notre lecture de la vie, ou partant de notre base électorale, ou partant de notre vision du monde. Oui, il faut le dire haut et fort que toutes les figures du Hirak et tous les composants de la société algérienne doivent se mettre d'accord qu'on ne doit pas... parce qu'il y en a qui te disent que oui, vous êtes les responsables des années 90, mais de quel droit on peut dire ça? Donc, on ne peut pas se permettre de rentrer en conflit. Et en plus, actuellement, si vous avez vu l'édito de Majel Telgej, vous l'avez vu ou non? Certainement, vous allez vous en parler. Il parle de ça. Et c'est la première fois qu'il nomme des islamistes, des laïcs. Donc il y a une vraie volonté de scinder le Hirak en deux. Et le maillon faible, on le sait, national et international, ce sont les pseudo-islamistes. Si on veut casser la révolution, on peut la traiter d'islamiste et de terroriste. Ça marchait un peu sur la place de Paris. Ça marchait. Jusque-là, le Hirak du Bled, ça n'a pas marché. Mais il semble qu'ils sont en train de mettre le paquet. Il y a des initiatives, on l'a vu à Bjaïa et on l'a vu à Alger, récemment aussi, de dire islamiste, rachat, dégage. Donc on le sait très bien. Après, c'est marginal, c'est très marginal, mais il y a une volonté derrière. On sait qui est derrière ça. Donc, alors, Hassan, très vite, parce que... Allez-y. Oui, très vite. Juste deux mots. Oui. Il y a effectivement l'analyse immédiate, c'est-à-dire que les politiques, mais aussi ceux qui sont sur le terrain, et la réflexion doit être menée, effectivement, je suis d'accord. Mais la vraie analyse, c'est-à-dire à long terme, les thèses de doctorat, les livres, etc., c'est forcément après. Hein. Oui, mais, bien sûr. Et pour éviter justement ce que décrit à juste titre Mohamed, il faut associer justement au niveau de l'idée déjà cette commission vérité et justice sur les années 90. Il faut rajouter aussi sur 2001 et sur ce qui s'est passé au Mzab. C'est exactement. Voilà. C'est très important. Non, mais pour lever les équivoques. Voilà. Qu'on parle de 2001, puis le Mzab, tout ce qu'ont subi les Algériens. Voilà, absolument. Qui a fait quoi? Voilà. Et qui a tué qui a enlevé l'autre? Voilà, c'est pour que les choses soient claires. Alors, d'abord, je vais vous rappeler que le dernier quart d'heure de l'émission, ça veut dire dans pas très longtemps, nous allons consacrer aux questions des téléspectateurs. Ah, ça c'est bien. Oui, c'est une nouvelle formule qu'on a mise en place. Excellent. Sauf que vous devrez répondre très rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais un tour de micro sur quelque chose. En ce moment, il y a des gens qui nous parlent de négociations secrètes qui seraient en train de se concocter et qui sont menées au nom du Hirak. Il y a aussi d'autres personnes et personnalités et leaders, si on peut dire, dans leur clan, dans leur groupuscule, qui parlent au nom du Hirak, qui envoient des consignes, qui envoient des mots d'ordre. Quel est votre avis sur cette question? Mais avant, nous allons écouter aussi M. Rachid Nekaz. Nous allons vous passer quelques-uns de ces extraits. Il fait des déclarations assez spatiales, j'allais dire. Donc, nous allons écouter 3 extraits l'un après l'autre, puis nous passerons à la discussion. Voici le message que je veux faire passer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un temps politique, nous sommes dans un temps
juridique. Et quand nous sommes dans un temps juridique, il n'y a que les femmes et hommes de loi qui peuvent bâtir un état de droit démocratique. Et cet état de droit démocratique ne peut être fondé, bâti, préservé, défendu que par des professionnels du droit. Et moi, en tant que citoyen algérien, en tant que militant algérien et en tant qu'homme politique algérien, je vous fais 100% confiance à vous, en tant qu'hommes et femmes de loi, pour bâtir un État. ما راناش الوقت على السياسة، ما راناش الوقت على الانتخابات، رانا في الوقت تاع نبنوا دولة القانون ديمقراطية مع المحاميات، مع المحاميين، مع القضاة، مع الأساتذة القانون. هذه هي الفكرة اللي لازم الشعب الجزائري يدرسها ويشوف لو كان هذه الفكرة تساعدنا. Rien de nous, tant que les citoyens algériens n'ont pas l'impression, n'ont pas la sensation, n'ont pas la certitude que la loi est au-dessus des 45 millions d'Algériens, il n'y aura jamais de paix en Algérie, il n'y aura jamais de démocratie en Algérie, il n'y aura jamais de développement en Algérie, et l'Algérie ne sera jamais le leader de l'Afrique. Alors, M. Enquez nous dit que c'est le temps juridique. Lui pense très sérieusement, il le déclare, que l'état de droit, c'est de confier le travail aux avocats, aux avocates, de nous concocter un état de droit. Et même, il le dira plus tard dans d'autres vidéos que nous allons voir, qu'ils peuvent même nous refaire les contrats de Sonatrach pour nous faire gagner 25% de recettes. Mais surtout qu'il dit, je leur fais confiance pour s'occuper, nous préparer la transition, l'état de droit et tout. Les avocats, comme si aujourd'hui nous n'avions pas de droit, comme si nous n'avions pas de constitution, comme si le problème était là en fait. Lui croit très sérieusement que l'état de droit, ça consiste à écrire des lois et qu'il faut être avocat pour ça. Moi, personnellement, d'abord, il faut... Pardon, alors, Mahrez, puisqu'on a pour respecter le tour de... Okay. Mahrez, c'est à vous. Oui, je pense que ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris la nature du Hirak, qui n'ont pas encore compris effectivement la crise que vit l'Algérie depuis 1962. La crise algérienne est une crise politique par excellence, depuis d'ailleurs 1962, et Hirak l'a bien détaillé en parlant de plusieurs événements effectivement politiques historiques, effectivement, qui renforcent l'idée que la crise algérienne est une crise politique, et l'une des caractéristiques encore du mouvement populaire du Hirak. Je ne parle pas des réflexions académiques, non, je parle de la réflexion politique, je parle de la réflexion intellectuelle, je ne parle pas des thèses de doctorat, etc. Parce que l'action a besoin toujours d'une réflexion loin de la démagogie et du populisme. Et aussi l'une des caractéristiques du mouvement populaire, c'est que c'est un mouvement politique par excellence. Quand tu vois les fondamentaux que j'ai cités tout à l'heure, que le peuple a scandé, la question de la transition, la question du changement, la question des libertés, la question de la nature de l'État, la question de la nature du système politique, la question des mécanismes c'est-à-dire de la refondation de l'État, la question des libertés et des droits de l'homme, ce sont des questions politiques. Et je pense effectivement que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de corporations politiques et idéologiques n'ont pas compris encore une autre fois la nature du mouvement populaire, du Hirak, qui est un mouvement politique par excellence. Toutes les revendications, ce sont des revendications politiques qu'il faut prendre en considération. Et bien évidemment que la crise que vit l'Algérie depuis 1962 par rapport à deux choses, par rapport à la nature de l'État et à la nature du système, ce sont c'est-à-dire des crises politiques, et la solution, elle ne peut être qu'une solution politique. Ça ne peut pas se faire par le biais des textes de loi, parce que les textes de loi, le système en place, il se reproduit d'ailleurs à travers des textes de loi, et je ne pense pas qu'un système de nature autoritaire, il va mettre en place des textes de loi dans la perspective de mettre en place un état de droit, parce que ça arrange déjà le concept état de droit qu'il faut vraiment définir, quelles sont les lois, quels sont les droits. Donc je pense qu'il est important de revenir à cette question que la crise elle est politique, que le mouvement populaire, que le Hirak est un mouvement populaire et qu'il propose d'ailleurs un projet et une solution politique. Enfin, c'est un mouvement politique qui propose
d'ailleurs une solution politique au-delà des corporations et au-delà des idéologies, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des signes de j'ai des signes de bonne santé. Je ne, je dirais, comment dire, je n'aggrave pas la situation par rapport à ce qui se dit. C'est des signes, c'est des, je dirais, des logiques politiques idéologiques normales qu'il ne faut pas dramatiser, qu'il ne faut pas du tout aggraver. C'est un mouvement, c'est pas un mouvement romantique, c'est un mouvement politique. C'est tout à fait normal que il est sur ces initiatives que prennent les uns et les autres d'aller négocier avec le régime au nom du Hirak, après ces tentatives de paix séparée de la part de ces partis politiques qui se sont fait recevoir par Tebboune et qui parlent au nom du Hirak et qui, pour faire passer la pilule, parlent de libération des détenus et autre chose. Puis maintenant, d'autres gens qui disent parler au nom du Hirak, mais qui le font en secret. On ne sait même pas qui sont ces gens qui se sont arrogés le droit de représentativité. Quel est votre avis sur cette question, Maher Zbich? Je te remercie, Jamal, pour la question, parce qu'effectivement, c'est une question de fond. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont déjà essayé de parler au nom du Hirak ont échoué. Encore une autre fois, ils n'ont pas compris encore le Hirak. Ils n'ont pas compris sa nature. Ils ont essayé d'utiliser, d'instrumentaliser, même de verticaliser le Hirak et soi-disant de le représenter. Ils ont échoué depuis pratiquement longtemps. Je peux même te donner des exemples. La question du fameux panel. Les gens qui ont été au panel, ils ont échoué. Les gens qui ont essayé d'organiser la conférence du 16 juin, ils ont échoué. Les gens qui ont essayé de représenter le Hirak, ils ont échoué. Les gens qui sont en train aujourd'hui de faire des négociations, soit solennellement ou discrètement avec le pouvoir, vont tout simplement échouer parce qu'ils n'ont pas compris que le Hirak a transcendé comme mouvement populaire tout ça. Il ne peut pas être verticalisé et on ne peut pas être représenté comme ça a été dans les schémas classiques anciens. Aujourd'hui, ils doivent comprendre. Ah, on a perdu Mahrez. Alors, Hassan, sur la même question, et sur les propositions de Nkez, sur ces gens qui disent représenter le Hirak, qui vont négocier avec le régime en catimini, sur ces gens qui, depuis les Facebook ou des vidéos, appellent le Hirak à faire ceci, à faire cela, ou à envoyer des messages au régime au nom du Hirak, et sur ces propositions totalement, je n'ose même pas les qualifier de M. Nkez. Bon, il faut séparer déjà les... Je rappelle qu'on a tenté de le joindre pour l'inviter. D'accord. Merci. Pour aujourd'hui? Oui, on n'a pas réussi à le joindre. Ce que je voudrais justement aux téléspectateurs et à Nkez lui-même, c'est que nous l'avons défendu ici. Oui, bien à sûr, plusieurs reprises. Évidemment. Moi, personnellement, j'ai même répondu à sa lettre. Il avait écrit une lettre à partir de la prison. Oui. Et j'ai pris la peine de lui répondre. Oui, je ne sais pas si un de ses avocats lui a transmis cette réponse-là. Peu importe. Moi, personnellement, je ne vais pas lui tomber dessus, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il faut voir à quel moment Nkez a dit cela. Il l'a dit juste à la sortie de prison. Alors, il faut savoir que Nkez a été traumatisé, a été violenté, a été emmené dans des conditions, mais alors rocambolesques, vraiment éhonté vers le sud, déporté vers le sud dans une prison. Oui. Alors qu'il avait un cancer. Donc il se voyait vraiment en train de mourir. Il avait parlé justement d'une mort qui l'attendait, etc. Donc pour moi, pour le moment, il est sous traumatisme. Donc, on verra qu'est-ce qu'il va déclarer dans quelques semaines, éventuellement même quelques mois. Donc, moi, je mets ça, très honnêtement, je mets ça vraiment sur le compte, sur le compte du traumatisme. Absolument, du traumatisme qui n'est pas rien, quand on est comme ça injustement traîné, avant même d'être traîné dans les tribunaux, il est traîné dans des prisons de sécurité et dans des conditions absolument épouvantables. Voilà, donc en plus un malade, quelqu'un qui avait l'habitude de vivre aussi en France, en Occident, il se retrouve dans une petite cellule dans le sud, isolé. Et donc c'est la seule fenêtre qu'il avait, c'était ses avocats.
Et donc, il est en train... Voilà, c'est une sorte de syndrome de Stockholm à rebours. De l'autre, à l'envers un petit peu. Ce n'est pas ces tortionnaires qui subliment, mais ce sont ces défenseurs. Donc on va dire à Rachid Mekaz, nous sommes très contents que tu sois libre aujourd'hui, que tu sois chez toi, que tu sois dehors, que tu puisses enfin t'exprimer et que tu te fasses entendre éventuellement du Hirak, hein, si le Hirak on a envie. Mais qu'il va falloir réfléchir effectivement à des sorties de crise autres que celle qui est proposée aujourd'hui. Maintenant, quant à ceux qui vont en sous-main, négocier avec le pouvoir, bon, nous l'avons connu pendant la guerre d'Algérie. Hein. Et il y a eu des cas comme ça où on a essayé de négocier, soit avec De Gaulle, soit avec les généraux sur place, etc. Bon, il y a eu des tentatives comme ça. Il y a eu des tentatives aussi pendant le mouvement d'Errach en 2001. Et à chaque fois que le peuple algérien se soulève, que ce soit au niveau global ou, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau régional ou dans une corporation, ben évidemment, les services algériens qui sont très forts, hein, qui sont très bien formés, qui ont fait l'école KGB, etc., ils essayent par tous les moyens de travailler les uns les autres. Quelques acteurs, etc. Pour le moment, on ne sait pas lesquels, mais on saura très vite. Hein. Moi, je pense qu'on se retrouve exactement dans la même configuration que la fameuse commission, je ne sais plus comment il s'appelle, le fameux député là, qui a essayé de faire passer d'abord Bouteflika, ensuite Tebboune, ensuite les élections législatives, etc., etc. Donc on se retrouve exactement dans la même configuration, c'est-à-dire essayer de détourner la force du Hirak, mais on le voit très bien. Hein, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est vraiment comme un rouge-gorge sur un olivier. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi il n'y a pas de rouge-gorge en Kabylie? Si, il y a plein de c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Alors, c'est-à-dire que l'olivier ne se rend même pas compte que se pose dessus. Ça, nous, on dit Nekhla. On dit la petite mouche, le moucheron sur une Nekhla. Au moment où il allait prendre son envol, il a dit voilà, tiens-toi bien, je vais. Voilà, donc il y a ceux qui font la volte-face de façon médiatique, maintenant on les connaît, et il y a la volte-face en sourdine, on va les connaître. Alors, Mohamed Ben Aissa, je vais vous demander d'aller assez vite parce que pour faire plaisir à nos téléspectateurs, pour pouvoir poser des questions, nous n'avons malheureusement pas bien géré le temps de parole. Mohamed Ben Aissa sur ces questions, mais avant, encore une tournée de Nekaz. Allez, une tournée. Voici l'objectif de cette double mission que j'ai proposée aux femmes et aux Abdelois de bâtir un état de droit démocratique et de renégocier patiemment, légalement, tous les contrats de gaz et de pétrole grâce à une clause qui figure dans tous ces contrats et qui s'appelle changement des conditions économiques. Une des raisons pour appliquer cette clause des changements des conditions économiques, c'est la crise du corona. La crise du corona a fait tomber l'ensemble des économies mondiales, dont l'économie algérienne. Donc c'est un motif pour demander un arbitrage international et demander l'application de cette clause des changements des conditions économiques afin d'obtenir d'ici 5 ans, Inch'Allah, 25% de revenus supplémentaires à la Sonatrach, compagnie pétrolière algérienne, au peuple algérien et au budget algérien. يعني أنا نظن في رأيي لازم ما نتقلقوش وسمحوا لي دائما نهضركم كما يقولوا في القرآن الكريم كما يقول ربي سبحانه. La dernière fois quand j'ai proposé une solution alternative au Majlis des Stories, قلت باللي رشيد مهبول. Cette fois-ci je vous propose des avocats. هذه خطأ قلت لي ما بغيتوش ميكانيشيان دوكا ما بغيتوش les avocats. واش راكم باغيين؟ واش راكم باغيين يا جماعة الخير؟ ما بغيتو لا ميكانيسيان لا رجال قانون. طلعنا لكم الليفو. واش راكم باغيين دوكا؟ ما بغيتو لا ميكانيسيان بروبوزي لكم ميكانيسيان ما بغيتوش ميكانيسيان بروبوزينا لكم لي افوكا ما بغيتوش شابارين لا ميكانيسيان c'est incroyable hein. Non, mais depuis qu'il est devenu moustachu, il est devenu comme ça populiste. Non mais c'est incroyable. Non mais je pense que franchement je pense que c'est le traumatisme de la prison allez mettons ça sur et de la répression qu'il a subie, ouais.
Il y a beaucoup de choses, de traumatisme, mais aussi avant l'histoire de mécanicien, il n'était pas en prison avant ça. Et avant ça, Ah oui, oui, ça, donc c'est autre il chose, avait après. proposé même, je me rappelle très bien, en commençant par ça, il a proposé même à Al-Gaïd Salah de mener une transition démocratique. Vous vous rappelez d'une de ses déclarations. Donc moi, Rachid Nekez, Non, l'histoire quand même, il faut quand même, comment dire, à sa décharge, l'histoire du mécanicien, c'est parce qu'on voulait absolument le disqualifier. Donc on l'a empêché de se présenter. Et il a ramené un mécanicien. C'est-à-dire, c'est pas sérieux, Hassan. Oui, mais non, attends, juste, je termine ça. Comme c'est un jeu infantile que nous impose le pouvoir, eh ben, il a joué Oui, mais une c'est carte aussi infantile. du mépris pour ses propres électeurs. Voilà, Non, donc, il a joué une carte infantile comme Ouais. le pouvoir joue une carte infantile. oui, mais ça discrédite un petit peu la personne, le projet. Moi, je trouve que Rachid Nekez, sur ça, il a une vision très, très, très réduite de la politique. Quand on parle d'un avocat qui va écrire l'avenir d'un pays, je pense que, voilà, parce que Rachid Nekez... Pas l'avenir, l'état de droit. Oui, l'état de droit et tout. Et ça veut dire, c'est les avocats seuls qui peuvent faire un état de droit. Alors que Montesquieu, il a parlé de l'esprit de la loi. Quand on parle de la loi, il n'y a pas une loi sans un objectif, sans un Enfin, projet politique. c'est pas lui qui gêne le Hirak. Hein. Non, C'est- non, on n'a non, pas dit oui. qu'il gêne, on Voilà. parle de ce qui... Parce que c'est récent, Oui, justement. oui, Tout à l'heure, bien sûr. tu parlais, C'est ça a été dit aujourd'hui. Oui, ça. mais il vient de sortir de prison. Hein. Oui. Allez, bon, Oui, message. donc, je pense que Rachid Nekez, il a sa place certainement dans le Hirak, mais après, par rapport à sa vision de la politique, je pense que beaucoup ont pris leur distance avec sa vision de la politique, qui est assez réduite, et que c'est normal parce que sans parti politique, sans assises, sans vraiment des institutions de formation et socialisation politique, on peut dire... Il est de tout, bonne foi après le Et reste. sur les gens qui sont en train de négocier secrètement avec le régime au nom du Hirak. Sur ça, on a entendu en fait une information qui a été pareil divulguée sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui, comment. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses au nom du Hirak. Pourquoi? Parce que tu seras vraiment un maillon faible aux mains d'un service qui maîtrise très bien ça. Tu parlais des années 90, on parlait de 2001, on parlait de 88, des années 80. Donc le système maîtrise très bien ce jeu de rôle. Casser un mouvement ou un Hirak en le scindant en deux. Donc je pense que maintenant la pression populaire est assez importante, la vigilance populaire est assez importante. On arrive à remettre en cause des élites. On se rappelle très bien ce qui s'est passé avec Darbar quand il a fait son discours sur le Hirak, comment le peuple algérien a répondu. L'histoire les slogans, le peuple algérien, c'est lui maintenant qui donne le tempo. Donc je pense que ça ira pas très loin. Nous, on est confiants qu'on n'a pas le droit d'aller négocier secrètement avec le système parce qu'on n'ira pas trop loin. Justement, on se bat pour la transparence. Et une Alors vraie la solution ne peut pas être l'opacité. Alors, j'ai des questions. Donc, nous en avons pris quelques-unes seulement. Je m'excuse auprès de nos amis. Nous ne sommes pas encore suffisamment rodés pour cette nouvelle option. Donc, ce sont des questions directement des téléspectateurs que je vais vous poser. N'est-ce pas, Mahrez? Comme il ne reste plus beaucoup de temps, Mahrez, vous aurez chacun 3 minutes pour répondre à la ou les questions que vous voudrez, mais en 3 minutes seulement. Alors, Zarrouk Ben Mokhtar, le questionnement pertinent des hirakistes est comment arriver à mobiliser les Algériens en permanence et tous les jours de la semaine pour faire fléchir ce régime. Yanis Addi, après les sorties de vendredi et mardi, quelle est la prochaine étape? Abdou Akrouf, où sont les élèves de l'école des cadets de Guelma et qui, je pense, maintenant sont devenus généraux, intègres, pour aider le Hirak à se débarrasser de ces terroristes qui sont accaparés le pouvoir en Algérie? Zmimi Yaya, après les marches, faut-il durcir le mouvement? Désobéissance civile, arrêt de toutes les structures pour paralyser le pays et obliger ce pouvoir à écouter. Khalida Kali Qassi, il faut qu'on passe à autre chose, d'autres actions, une désobéissance civile et des grèves. Et je m'arrête là parce qu'il y a suffisamment de questions. Maher Zebouich, 3 minutes s'il vous plaît. Parfait. Moi, c'est la deuxième question qui m'a interpellé un petit peu parce qu'effectivement, beaucoup de hirakistes la posent. Effectivement, ces termes, on marche le mardi, vendredi et puis après. Je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas faire dans la précipitation. Et moi, ça ne me dérange pas que si les Algériens marchent parce qu'effectivement, certains discours qu'on trouve un peu partout et qui qualifient un peu
le Hirak de folklorique. Laissons les Algériens marcher, laissons les Algériens construire leur conscience politique collective, laissons les Algériens s'exprimer librement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le 22, il était impossible, voire difficile, voire impossible de marcher. Donc aujourd'hui, les marches et la réhabilitation, la réappropriation des espaces publics et des marches est un acquis. Laissons justement les Algériens marcher, et ça va venir avec le temps. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure avant que ça se coupe, que le Hirak est nihiliste. Le Hirak n'est pas nihiliste, mais le Hirak, ce que je sais comme mouvement horizontal et comme mouvement politique et comme mouvement homogène, hétéroclite en même temps, il va prendre le temps qu'il faut pour qu'il puisse justement construire une alternative bien claire, bien définie, à travers les marches, à travers les discussions et les débats qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qu'on trouve les jours des marches, qu'on trouve dans les débats populaires. C'est vrai qu'ils sont un peu amoindrés ces derniers temps depuis le coronavirus, mais je pense que les débats entre les hiéarchistes va permettre justement à une proposition globale du peuple algérien par rapport à une sortie de crise qui ne peut être que politique. Donc il ne faut pas faire de la précipitation et il ne faut pas tirer sur le Hirak, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, Jamal, nous avons deux défis essentiels. Comment garder le Hirak intact et le protéger d'une contre-révolution interne ou externe, et deuxième défi, effectivement, c'est avec le temps permettre au peuple algérien, à travers le Hirak, à concrétiser réellement les questions et les revendications qui sont le changement pacifique et radical avec le système, et qui sont l'instauration d'une république digne, démocratique et sociale, et effectivement la réouverture de la volonté populaire, comme l'a dit tout à l'heure Ben Aïssa, on ne peut pas construire au Hirish, on ne peut pas construire un État ou un système au détriment de la volonté populaire. Donc laissons les Algériennes et les Algériens marcher, laissons les Algériennes et les Algériens débattre les questions politiques, laissons les Algériennes et les Algériens construire la conscience politique collective, loin du populisme, loin de la démagogie. Et je pense qu'un seul acteur aujourd'hui, c'est le peuple. Le reste, c'est de la littérature. Restez avec nous, Maher, jusqu'à la fin de l'émission. Hassan Hirish. Oui, des questions très intéressantes. Donc, nous remercions les téléspectateurs qui les ont posées. Moi, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui peuvent être regroupées en une seule, en disant quoi faire d'autre. Oui. Voilà, c'est l'orientation en général un peu. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que le Hirak, il vient seulement de reprendre. Voilà, on est maintenant à la deuxième semaine, c'est ça? Je ne me trompe pas. À la deuxième semaine. Donc, il faut d'abord consolider le Hirak. Il faut que ce soit les 48 wilayas plus les 10 qui ont été créés. Donc, ça, c'est très important. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout en notre pouvoir, là où nous sommes, dans les quartiers, dans les villages, dans les universités, dans les associations, partout dans les syndicats, renforcer ce qui existe déjà. C'est-à-dire, si on a le mardi et le vendredi, on a vu comment ça gêne le système. On a vu comment ça a basculé beaucoup de choses. On a arrêté le 5e mandat, on a empêché 2 élections présidentielles, une élection législative. On a empêché énormément le pouvoir de tourner en rang, ce système de se consolider. On a provoqué même la panique dans ce système-là, ce qui fait qu'il y a des généraux en prison, des ministres en prison, des premiers ministres en prison, des walis en prison, etc., etc. Donc il y a une déstabilisation du système. Donc renforçons ce qui existe, c'est absolument important. Et gardons, et ils ont raison, il faut garder un certain nombre effectivement d'armes, la désobéissance civile. Quoique même ces marches-là, c'est déjà de la... Mais alors, je me permets de vous interrompre, je vous laisse votre temps. Hein. Oui. Ça veut dire que vous êtes en train de dire, plutôt que de monter en cadence vers d'autres perspectives, commençons d'abord par renforcer, attendant d'être rejoints par toutes les autres wilayas. Oui. Et à ce moment-là, on va monter en cadence. Absolument. Renforçant l'existant, c'est vraiment montrant que nous sommes déterminés. Ce n'est pas en multipliant les actions que ces actions-là seront plus fortes. Au contraire, c'est en concentrant ces 2 actions extraordinaires, formidables du peuple algérien qui ont connexion, qui ont communion, qui est vraiment dans une perspective vraiment de nation algérienne, de peuple algérien unique, unifié vers cet objectif qui est de dégager le système et de passer à autre chose, à un système démocratique.
Maintenant, la question des cadets de la révolution de Guelma. Oui. Il y a des cadets de la révolution d'un peu partout, pas seulement de Guelma. Oui. Et effectivement, beaucoup sont devenus... L'école est à Guelma, je crois. Une des écoles. Une des écoles. Oui, il y a Coléa aussi. Ah, d'accord, oui. Il y avait aussi Guilmer, à côté de Tizi Ouzou, etc. Donc, oui, on doit poser la question à ces militaires-là, qui sont soit des officiers, soit des officiers supérieurs en tout cas, peut-être même des dirigeants au sein de l'armée et des services de sécurité. Nous leur posons la question. Vous ne pouvez pas trahir ce peuple-là. Il faut discuter entre vous. Le premier dialogue à mener, M. Benchounouf, et je l'ai dit, vous m'avez permis de le dire ici à plusieurs reprises, le premier dialogue, ce n'est pas entre le Hirak et l'armée, ce n'est pas entre le Hirak et le Mukhabarat, ce n'est pas entre le Hirak et Tebboune, c'est d'abord entre le Mukhabarat, les différents corps de l'armée, la présidence, qu'ils discutent entre eux. Comment restituer le pouvoir? Oui, il faut un dialogue entre eux. Il faut vraiment qu'ils se disent, écoutez, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà, ça ne peut pas durer comme ça. Ce peuple-là a besoin, il parle de l'istiqlal, il parle de l'indépendance. Offrons-lui une bonne fois pour toutes, une fois dans sa vie de millénaire, offrons-lui l'indépendance. Et nous sommes capables de lui offrir. Donc, nous appelons effectivement ces officiers-là vraiment à avoir raison gardée et puis de passer à l'acte et de faire confiance au peuple algérien. Et on soutiendra évidemment notre armée, nos services de renseignement, etc., dont on a besoin, dont le peuple a besoin, dans un contexte mondial extrêmement difficile. L'Algérie, aujourd'hui, doit conjuguer vraiment toutes ses forces pour qu'on s'en sorte. Aujourd'hui, il y a une menace au niveau mondial, économique, sécuritaire, militaire, au niveau de l'eau, etc., au niveau du vaccin. C'est le moment de restituer le pouvoir au peuple. Mais bien sûr. Pour qu'il puisse désigner ceux qu'il estime les meilleurs. Il faut qu'il rejoigne l'intelligence collective et qu'on recommence tout à zéro, qu'on fasse une bonne école, une économie, etc. Enfin, bon, il y a tellement de choses à dire. Trop gentil, mais malheureusement, connaissons sûrement... c'est pour répondre à notre... Cette gente, en fait, elle prend le pays en otage, et elle prend toutes les institutions en otage, et qu'ils avaient tout le temps pour faire ce que tu disais. Pendant un an, il n'y avait pas de marche. Pourquoi ils n'ont pas discuté? Pourquoi ils n'ont pas fait un pas au moins ou un demi-pas vers le peuple? Ils n'ont pas la volonté. Oui, bien sûr, voilà. Donc, ils n'ont pas la volonté. Donc reprenons les questions. Les questions, c'est des questions qui se posent tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, on en a parlé avec des proches. On en a parlé souvent sur qu'est-ce qu'il faut faire de plus. Parce qu'avant le 22, on s'est dit, attention, peut-être le peuple ne va pas encore se remobiliser. Le peuple nous a montré qu'il est à la hauteur. Ouais. On avait un doute. Tout le monde avait un doute. Là, il est revenu, le peuple, avec une force, une rigueur, une vigueur, vraiment... Une détermination. Donc maintenant, je pense qu'il ne faut pas encore tomber dans l'erreur de faire compter les tours dans un stade, compter les nombres de vendredi. Ce n'est pas bon aussi. Je pense que, prenons l'exemple de la Birmanie. La Birmanie, il y a 2 jours, ils ont décidé une grève générale. Et ça a déstabilisé, ça fait parler de la Birmanie un petit peu partout. Tous les journaux mondiaux ont parlé de ça. Grève des usines, des administrations, des commerces, tout. Et le seul moyen que le peuple a maintenant, c'est vrai, on a récupéré les rues, et c'est important, c'est un espace public et un espace de pouvoir. Maintenant, il faut aller au-delà. Ça fait 2 ans, le système est en train de s'adapter avec nos marches. C'est vrai qu'il faut signaler que depuis maintenant le retour, on a repris un autre jour, qui est le lundi. 2 fois de suite. Le lundi, le premier lundi, c'était le 22. Le deuxième lundi, c'était le 8 mars. Donc pendant 2 semaines, on a fait lundi, mardi, vendredi. Exactement. Donc pendant 2 semaines, on fait 3 jours de mobilisation. Et c'est important. Regardez le nombre de citoyens qui sont derrière. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Mais ces gens-là, à un certain moment, ils vont se poser des questions comme on les a posées juste avant. Oui, jusqu'à quand on sort tous les vendredis le système un petit peu nous ouvre... Mais Mohamed, pardon de vous interrompre. La question qu'a soulevée Hassan, c'est vrai que la priorité devrait, au lieu de monter en cadence, ça devrait commencer par généraliser d'abord. Parce qu'il y a des régions qui ne marchent pas, pour dire les choses, ou qui marchent relativement peu, ou qui marchent relativement très peu. Donc pourquoi ne pas plutôt viser cette généralisation
des marches avant de monter à un palier supérieur? C'est un pari très compliqué parce que humainement, on est tous différents. Chacun dit, comme on dit chez nous, même scientifiquement, c'est compliqué. Moi, je pense que les systèmes se font vraiment souvent chasser dans les capitales. Je pense qu'Alger reste toujours le lieu le plus important de n'importe quelle mobilisation. Ici, en France, on parle de Paris. Quand on veut bloquer un pays, les événements de mai 68, c'était à Paris, c'était pas ni à Nantes, ni à Marseille. Donc je pense qu'ici, plutôt pour l'Algérie, je pense qu'il faut accentuer tout sur Alger, avec les villes, bien sûr, de l'arrière-base d'Alger, qui sont la Kabylie, le Constantinois, l'Oranais, ça reste toujours des villes qui sont vraiment l'arrière-base d'Alger. Mais Alger, je pense qu'il faut la maturité. On ne peut pas se permettre de dire ça d'ici d'une antenne de l'étranger, sortez faire une désobéissance civile, mais je pense que ça va venir. Il faut juste que le système en face ait fait tout pour que la classe politique ne se mette pas d'accord sur ça. Parce que les marches, ça y est, maintenant, on arrive même à voir l'accès, les forces de l'ordre, avec la pression, ouvrent le chemin, les manifestants arrivent à déjouer, passent par la Kasbah pour faire leur circuit. Mais après, quel est le résultat concrètement sur le terrain? Le système a toujours 2-3 jours de repli, de réflexion. Et en plus, il faut prendre en compte qu'il est en train de dérouler sa feuille de route. N'oublions pas que les élections municipales, locales et législatives peuvent faire déstabiliser et faire des dégâts au sein du Hirak. Donc il faut prendre ça en compte, ne pas attendre, mais en même temps lancer les idées. Le peuple il va se saisir, comme le 22, parce que souvent on se pose la question qui se pose, qui décidera de Tassaïd? Qui décidera du retour tel jour? Le peuple a fait échouer pas mal de tentatives, des appels de gauche à droite, sortez tel jour. Non, le peuple décidera tout seul. Mohamed, en fait, c'est juste vraiment un ou deux mots. C'est un problème d'équilibre. C'est-à-dire entre le fait de demander de faire une action supplémentaire, qui est un risque, on ne sait pas de quoi cette action sera faite. On a essayé la grève, tu te souviens bien, Mohamed. Il n'y avait que la Kabylie qui avait suivi. Vous vous souvenez de ça quand même? Il y a eu un appel à la grève, etc. Donc, il ne faut pas prendre de risques aussi pour le Hirak. C'est-à-dire se dire, on a décidé de faire une action supplémentaire, ça n'a pas été suivi, etc. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que renforcer ce qui existe, parce que là, déjà, les Algériens sont habitués, et ça déstabilise le pouvoir beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc, et là où il faut peut-être rajouter quelque chose, c'est que ces mobilisations du mardi, vendredi, éventuellement du lundi, si ça continue, qu'elles s'accompagnent du refus, du rejet total, et partout des 48 wilayas, des élections, de fausses élections qu'on veut nous imposer au niveau des législatives. Ça, effectivement, c'est une action à démarrer tout de suite pour la bloquer. Alors, vous avez encore 30 secondes sur votre temps. Oui, ça a été fait, en fait, ce que tu disais, ça a été fait, mais ça n'a pas empêché le système de faire les élections du 12-12, enfin, oui, mais la réforme constitutionnelle, donc ça a été fait. Donc je pense que maintenant, il faut tenter. Ce qui a été fait par rapport à la grève, je pense que c'était le premier essai. C'est pas grave que le peuple aussi peut tenter un autre jour. Il faut rajouter un autre jour de grève. Ça fait vraiment un effet très probant sur l'économie. On sait que le système ne maîtrise. Personnellement, j'ai peur. Le système ne maîtrise rien du tout actuellement. Donc. Et je me permets de vous interrompre. Merci Mohamed Ben Issa. Merci Hassan Hirish. Merci Mahrez Bouiche. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Selmiya, Khawa, Khawa. خاو الخير سلامة